Mais on continue. Alors au lendemain des images que vous avez tous pu voir de la tempête Kirk partout en France, chaque jour on constate de plus en plus les ravages du changement climatique. Et c'est la question justement des défis qui se posent. Comment est-ce qu'on peut s'adapter, notamment sur la question de l'eau. On le sait, ici dans le sud de la France, la sécheresse, le stress hydrique d'une part, les épisodes méditerranéens de l'autre, mais aussi le problème de l'accès à l'eau parfois. Et quand on est donc aux portes de la Méditerranée, on fait face justement à tous ces défis. Quand la mer augmente la température de la mer augmente d'année en année, c'est être aux premières loges justement de ces changements. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir Éric Servat, Olivier Sarlat et Juliette Lasman. Bienvenue à tous les trois. Hop. Installez-vous. Je le disais, la question de l'innovation pour relever les défis qui se posent collectivement sur la question de l'eau, de l'accès à l'eau. On voit bien que depuis quelques années, on est face quand même à une réalité qui apparaît sévère entre le stress hydrique, les sécheresses, les nappes phréatiques qui sont dans un état critique, à tel point que l'accès à l'eau aujourd'hui donne lieu à des accès de violence parfois aussi dans le partage de cette ressource, mais aussi la pollution, les PFAS. On parlait tout à l'heure de ces médicaments qu'on pouvait retrouver aussi dans l'eau. La question de la démocratie de l'eau reste globalement inachevée. Alors, Éric Servat, je vais commencer par vous, si vous le permettez. Vous êtes directeur du centre UNESCO ici Reward. Peut-être nous dire en quelques mots en quoi consiste ce centre et surtout, quels sont les défis selon vous à relever ? Bonsoir tout le monde. Le centre IC Reward, c'est une fédération de laboratoires de recherche. Il y a 18 laboratoires aujourd'hui qui composent le centre. Et je trouve que c'est très représentatif de ce qu'est le site montpelliérain, parce que derrière, finalement, ces 18 laboratoires, il y a 13 institutions, 13 universités, écoles d'ingénieurs, organismes nationaux de recherche. Donc on est sur une dynamique, on est sur quelque chose de collectif, et ça correspond bien finalement à ce qu'est aujourd'hui le site montpelliérain. Et ça correspond bien aussi à la philosophie du projet Med-Valley. Donc il y a 500 scientifiques et 200 doctorants derrière ces laboratoires et ces institutions. Voilà. Wow, ouais, donc on voit à quel point il y a une puissance sur ces questions. Alors, face à cette réalité à laquelle on est aujourd'hui confronté presque au quotidien, quels sont les premiers défis à relever selon vous ? Finalement, ils sont assez simples. Les défis sont assez simples à identifier. Les réponses à apporter sont souvent plus complexes, mais les défis en tant que tels sont assez simples. En particulier dans notre région, le premier défi, c'est celui d'accès à la ressource. On le voit, notamment les étés récents nous ont montré que ce qu'on considérait comme définitivement acquis, c'est-à-dire un accès simple, facile et continu à une ressource en eau de qualité, ça n'était pas forcément vrai. Ouais. Il y a donc cette question-là, qui en plus aujourd'hui se complexifie du fait d'usages qui deviennent très concurrentiels les uns avec les autres, compte tenu justement de la raréfaction de la ressource. Donc il y a cette dimension-là qui est absolument essentielle. Il n'y a pas de vie et il n'y a pas d'organisation et il n'y a pas d'activité sans eau. Donc on comprend bien que dès lors que ça se raréfie, on est dans une forme de compétition entre tous les acteurs du domaine de l'eau. Et ça veut dire que derrière, on a aussi les problèmes de qualité de l'eau, évidemment. Et puis, on a évidemment aussi la question du partage de l'eau et donc de la gouvernance qu'il va s'agir de mettre en face de cette problématique-là. Donc, ils sont assez simples, ces défis à relever, mais derrière, on sent bien toute la complexité. En présentant le sujet, vous avez évoqué notamment tous ces problèmes de qualité de l'eau liés à antibiorésistance, résidus de médicaments, tous ces nouveaux polluants qu'on est aujourd'hui capable d'identifier. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'y étaient pas auparavant, mais aujourd'hui on est capable de les identifier. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que puisqu'on est capable de les identifier, on va être aussi capable de travailler pour mettre au point des méthodes
pour s'en débarrasser. Donc il faut toujours regarder les choses avec un côté positif, toujours voir le verre à moitié plein, si je peux me le permettre en parlant. Allez-y, je vous en prie. Mais voilà, et il faut se rappeler que il y a aujourd'hui, et notamment dans cet écosystème montpelliérain, énormément de gens qui travaillent tous les jours pour trouver des solutions par rapport aux problèmes que vous avez identifiés. Mais là-dedans, et Olivier Sarlat, j'aimerais bien vous entendre, vous présidez le pôle de compétitivité Aquavalais et vous allez nous expliquer en quoi ça consiste et vous êtes directeur régional de Veolia. On voit bien finalement que le diagnostic, il est assez simple, enfin il est simple, vous venez de le poser, et qu'il suffirait qu'on se mette globalement tous autour de la table pour se dire, bon, bah, comment on gère tout ça, comment on repense la gouvernance, comment on repense le partage des ressources et comment on innove pour faire en sorte de faire autrement. Bon, comme ça a l'air simple, mais finalement, sur le papier, c'est peut-être très compliqué. Vous, comment vous analysez l'état dans lequel on est aujourd'hui en France ? Alors peut-être commencer par Aquavalais. Aquavalais. Donc Aquavalais, c'est pôle mondial de compétitivité eau, labellisé par l'État depuis plus de 10 ans, qui en fait met en synergie, c'est vraiment ça le sens, c'est le collectif, la synergie entre le monde académique et le monde des entreprises pour créer de l'innovation, de la croissance et de l'emploi au service des territoires. On met aussi à disposition de nos membres tous les moyens pour pouvoir se développer en France et à l'international. Et on essaye aussi d'être force de proposition pour pouvoir orienter quels sont les besoins en formation ou en compétences dans les métiers de demain pour structurer la filière de l'eau. Et très rapidement, pour finir sur Aquavalais, nos membres génèrent plus de 1,5 milliard d'euros d'activité chaque année au niveau de la filière de l'eau sur cette moitié sud de la France. Et on regroupe plus de 1200 chercheurs et 500 doctorants qui produisent plus des 2/3 des publications de l'eau en France. C'est au niveau des membres d'Aquavalais avec les meilleurs chercheurs en France et dans le monde à Montpellier. Décidément. Alors, vous, comment est-ce que vous voyez justement ces enjeux et ces défis ? Est-ce que vous pensez que sur ces logiques d'anticipation face à ces défis, on est prêt ou pas ? Alors, je suis résolument optimiste, comme Eric, complètement. Parce que, en fait, tous les jours, y compris sur l'Hérault, y compris dans la zone montpelliéraine et en France, tous les jours, des entreprises travaillent sur ces sujets d'innovation pour créer des solutions et les proposer. La deuxième chose, je l'ai dit, on a les meilleurs chercheurs en France, sur Montpellier et sur l'ensemble du sud de la France. On a des solutions qui existent d'ores et déjà, qui ont été mises en place par des entreprises françaises partout dans le monde et qui pourraient être transposées dans ces territoires-là. Et on a des collectivités qui se sont emparées du sujet. En premier lieu, bien sûr, ici, la métropole de Montpellier. Je pourrais citer les agglomérations sur 7, Agde ou le Pays de l'Or. Donc je suis résolument optimiste. Aujourd'hui, en fait, quand on voit, peut-être qu'on va revenir par la suite, c'est que la compétence de l'eau, c'est pas la France, c'est pas le niveau de l'État, c'est pas au niveau des régions, des départements, c'est les collectivités, les intercommunalités qui en fait ont cette compétence-là. Aujourd'hui, on le voit bien au regard des défis que nous allons avoir à relever, que ce soit sur la diminution des débits des cours d'eau, le rechargement des nappes souterraines. En fait, l'échelle de raisonnement en fait doit être beaucoup plus large. Je ne dis pas qu'il faut recentraliser, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand, en tout cas, on arrive à poser collectivement quels sont les besoins au niveau de la ressource en eau, que ce soit pour le monde agricole, pour l'industrie, pour les populations, maintenant, quelles sont les ressources en eau que nous avons à disposition, comment ces besoins vont évoluer sur les 30 à 40 prochaines années, comment ces ressources vont évoluer sur les 30 à 40 prochaines années, et quelles sont donc les infrastructures à mettre en place d'ores et déjà, comment nous allons pouvoir faire pour anticiper, parce que le premier mètre cube qui va nous manquer, c'est celui qui va nous coûter le plus cher. Donc, résolument optimiste, mais cette nécessité d'avoir cette vision globale. Mais là-dedans, ça pose, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, Juliette Lasman, vous êtes analyste donc, de politique publique et notamment sur le programme de la gouvernance de l'eau au sein de l'OCDE, donc l'organisation de coopération du développement économique. Il me manquait le DE. Merci beaucoup. Dans ce que vous disait Olivier Sarlat, il y a la notion de gouvernance, de partage de la ressource, mais il y a la notion de pilotage. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, il va falloir qu'on apprenne à piloter cette ressource. Donc, déterminer, vous, l'agriculteur, vous avez besoin de temps. Vous, pour vos loisirs, vous avez besoin de temps. Pour l'utilisation de refroidissement des centrales nucléaires, si toutefois on en a encore, ou pour nos usages. Voilà. C'est ça qu'il va falloir qu'on apprenne à faire. Et ça implique de mettre tout le monde autour de la table et pas juste les communes et les intercos.
Oui, tout à fait. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que justement, depuis toujours, on a considéré l'eau comme une politique sectorielle, on a cloisonné l'eau. Maintenant, avec le changement climatique, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de polluants dont on n'a pas du tout la maîtrise encore, qu'il faut décloisonner ces politiques. Maintenant, on ne peut plus parler d'inondation sans penser à l'aménagement du territoire, à l'agriculture. On ne peut plus penser aux sécheresses sans mettre autour de la table les agriculteurs, l'industrie, etc. Enfin, il faut vraiment, je crois, décloisonner et mettre les acteurs autour de la table. Nous, c'est ce qu'on préconise dans les principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, qui donne une sorte de boussole au gouvernement pour mieux gérer l'eau, à travers une gouvernance de l'eau qui soit efficiente, efficace. C'est à quel niveau une gouvernance de l'eau efficiente et efficace? Donc nous, on préconise l'échelle du bassin versant, donc qui va au-delà des communes et des intercommunalités. Aujourd'hui, c'est l'échelle à laquelle on doit gérer l'eau. Mais par contre, on a de plus en plus un débat sur aller au-delà, en fait. L'eau, elle a traditionnellement été une question locale ou peut-être nationale ou transfrontalière, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le grand cycle de l'eau, qu'on ne peut plus aborder cette question seulement à l'échelle locale. Il faut aussi une gouvernance globale de l'eau, et ça, c'est un débat qui est émergent. Qui émerge à peine, hein, finalement. On voit que ça commence à se poser, parce qu'effectivement, si on prenons par exemple le Rhin. Le Rhin traverse plusieurs, ou le Nil, il traverse plusieurs pays. La question de l'accaparement est effectivement au centre. Mais là-dessus, Éric Servat, qu'est-ce que ça veut dire d'être en capacité de piloter cette consommation? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il va falloir qu'on apprenne à gérer la carence? L'eau, c'est une ressource. Les ressources, ça se gère. Donc effectivement, il va falloir mettre en place des schémas qui sont un petit peu différents de ceux qu'on a eu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, finalement, on n'avait pas ce souci d'une éventuelle carence en matière d'eau. Donc on avait invisibilisé la question. Voilà, il y avait l'eau, finalement, c'était d'une rare banalité. Tout le monde en avait. En tout cas, je parle de notre pays, c'est pas forcément le cas ailleurs, mais en ce qui nous concerne, nous tous ici, on s'est jamais posé la question de savoir si un matin on allait manquer d'eau. Donc, jusqu'au jour où on s'est retrouvé avec des villes et des villages à qui il a fallu envoyer des citernes. Absolument, jusqu'au jour où il y a eu des mesures qui ont été prises, où il a fallu couper l'eau. Il n'y avait plus d'eau, ou en tout cas elle était d'une telle qualité qu'il fallait arrêter, etc. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là, on a arrêté de désinvisibiliser l'eau. On a décidé de désinvisibiliser, il faut se le dire celui-là, l'eau, et c'est effectivement quelque chose à quoi il va falloir se résoudre aujourd'hui. Il y a tellement de besoins dans le domaine qu'il va falloir absolument redonner sa place à l'eau dans notre société, lui redonner le rôle finalement et l'importance qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Alors on l'a perdu, ça s'est perdu du fait de notre capacité finalement à gérer les choses convenablement dans une ère d'abondance. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait on n'a jamais géré, mais parce qu'on en avait trop. Alors en tout cas on en avait suffisamment pour pas être amené finalement à prendre des mesures qui nous auraient conduit à d'autres types de comportements. Et aujourd'hui, on se rend compte, en tout cas dans nos régions, parce que si vous allez tenir ce discours-là aujourd'hui dans certaines régions agricoles du nord de la France, vous serez reçus autrement. Mais dans notre région, sur tout l'arc méditerranéen, en tout état de cause, effectivement, là, il est nécessaire de mettre en place des solutions de gestion. Alors ça va passer par des aspects qui sont des aspects de politique publique, ça va passer aussi par de l'innovation qui vont permettre d'avoir des ressources alternatives qu'on va pouvoir prendre en compte. La réutilisation des eaux usées traitées, la recharge artificielle des nappes, etc., la désalinisation là où c'est nécessaire. Tout ça va être à prendre en compte dans une optique de gestion dans un contexte de raréfaction. Il y a finalement une forme d'innovation sociale, d'innovation politique qu'il va falloir qu'on mette en œuvre, et puis il y a des innovations techniques, technologiques. Et là, je me tourne vers vous, Olivier Sarlat, ce dont on vient de parler. Désalinisation, réutilisation, regonflement des nappes phréatiques, recharge des nappes phréatiques, ça on sait faire ? Bien sûr qu'on sait faire. Je vais vous donner un exemple très simple qui existe à quelques centaines de kilomètres d'ici, c'est Barcelone. Barcelone a une station d'épuration qui s'appelle Batch de Llobregat qui
traite plus de 2 millions d'équivalents habitants. Elle est à côté de l'aéroport et jusqu'au début des années 2000, les eaux usées traitées partaient en mer. Et en fait, face aux problématiques auxquelles la ville était confrontée, ils ont décidé en fait de régénérer cette eau et de se dire cette eau elle peut avoir une seconde vie pour le territoire. Et donc ce qu'ils ont décidé de faire au travers de procédés techniques type membranaire, c'est que cette eau-là, une partie en fait est renvoyée vers les agriculteurs et les zones humides pour éviter qu'ils pompent dans les nappes souterraines. Une autre est renvoyée en amont sur la rivière Llobregat, en amont du point de prélèvement de la station de production d'eau potable pour produire de l'eau potable pour les Barcelonais. Et une autre, enfin, est réinjectée, c'est ce que disait Eric, réinjectée dans la nappe souterraine sous Barcelone, qui commençait à connaître un problème au début des années 2000, en fait, de biseau salé. C'est-à-dire que comme ils avaient trop pompé dans la nappe souterraine, en fait, l'équilibre avec la mer Méditerranée en fait, a été déséquilibré et l'eau salée a commencé à rentrer. Donc en réinjectant cette eau ultra pure issue des eaux usées traitées, en fait ils ont permis de chasser, de repousser la barrière des chlorures et donc de rendre l'eau souterraine sous Barcelone à nouveau potable. Donc ça on sait le faire. Ça on sait faire, mais alors objectivement on est nul en France. Le réutiliser l'eau, on est à 1% versus moins d'1%. Moins de 1%. Versus quoi, 15% chez les Italiens ? Oui, 14-15% en Espagne, un peu 10%. Donc en fait, c'est vraiment, je vais me répéter, c'est parce qu'en fait, on est trop riche. Mais Eric l'a très bien dit, jusqu'à présent, effectivement, on avait des problèmes de riches au niveau de l'eau. Ouais. Au moins, c'est que effectivement, si en France, où on a moins de 1% de taux de réutilisation des eaux usées traitées, on ne passerait qu'à 10%, on économiserait 500 millions de mètres cubes sur la ressource en eau. Okay, donc ce qui est une quote-part non négligeable, par exemple, de ce dont a besoin l'agriculture. Ouais. Et aujourd'hui, en France, on a une réglementation, même si au niveau de la REUT, elle s'est un petit peu assouplie, qui est encore extrêmement contraignante pour que les collectivités puissent se dire de manière pérenne, économiquement viable, aller dans ce sens-là. Il y a aussi des collectivités, et ça je vous renvoie à une carte qui est toujours en ligne chez les Interco de France sur les problèmes de fuite dans le réseau qui peuvent correspondre à des 40-50% en fait, de ce qu'on produit. Et ça, c'est des investissements absolument massifs. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études qui ont été faites et partagées à la fois par la Fédération nationale des collectivités concédantes, des régies et des acteurs privés, c'est que, vous avez raison, le taux de renouvellement, par exemple, des réseaux en France, c'est 0,6%. C'est-à-dire qu'on part du principe que la durée de vie d'un réseau, c'est plus de 120 ans. Donc personne ne va vous le garantir. L'autre sujet aussi, c'est que au regard de ces renouvellements de réseaux qu'il faut absolument faire de manière cadencée et de manière accélérée, que ce soit sur l'eau ou même sur l'assainissement, au regard des évolutions réglementaires à venir, on parlait des PFAS, mais avant cela, il y aura la nouvelle directive des eaux résiduaires urbaines, c'est plus de 5 milliards d'euros qu'il faudrait réinjecter sur les 5 prochaines années par an, 5 milliards d'euros par an, pour mettre nos réseaux à niveau et commencer à mettre à niveau nos installations de production d'eau et de traitement des eaux usées. Oui, alors déjà qu'on n'arrive pas à boucler le budget, mais ça c'est un autre débat. Juliette Lasman, là-dedans on voit bien qu'il y a une question de volonté politique, de coopération nécessaire et de mettre tous les acteurs autour de la table. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que cette démocratie de l'eau, je le disais, inachevée, elle conduit aujourd'hui des problèmes d'accaparement de la ressource, de conflits autour de la ressource. La question, c'est... C'est ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a aujourd'hui des conflits qu'on en arrive à devoir repenser la gouvernance ? Oui, c'est comme le disaient les intervenants précédents, c'est que c'est des problèmes de riches. C'est que vu qu'on n'a pas été confronté à ces problèmes avant, on a besoin de gérer. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à l'échelle globale. On a aussi des nouvelles technologies comme la désalinisation, la réutilisation des eaux usées, la potabilisation de l'eau. On a aussi des nouveaux paradigmes comme l'économie circulaire, les solutions fondées sur la nature qui font qu'on doit innover non seulement technologiquement mais aussi dans notre manière de gouverner l'eau. Donc on ne peut plus coordonner entre les différentes entités gouvernementales et les différents acteurs comme on l'a fait avant. On ne peut plus collecter les mêmes données, utiliser les mêmes cadres réglementaires ou les mêmes mécanismes de financement. Il faut aussi innover dans la gouvernance et c'est ce qu'on préconise encore une fois dans les principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. On aborde chacune de ces 12 dimensions d'une bonne gouvernance de l'eau, y compris les pratiques d'innovation dans la gouvernance. Piloter, c'est possible ?
piloter? Est-ce qu'on sait piloter cette ressource? Techniquement, ouais. Oui, il y a plein de modèles qui sont mis en place. Là aussi de l'innovation en termes de gestion prédictive des ressources en eau. Si c'est un pilotage technique par rapport, si c'est le sens de la question, en termes de gouvernance à l'échelle dont je viens de parler, effectivement, il y a des choses à mettre en place. Et vous évoquiez la désalinisation, ça aussi, donc, on sait faire. Complètement. Et c'est même assez caractéristique, à nouveau, sur les problématiques de riches au niveau de l'eau, c'est que quand vous regardez l'ensemble de l'arc méditerranéen, en fait, le seul pays aujourd'hui, et tant mieux jusqu'à présent, où il n'y a pas de dessalement, c'est la France. Tous les autres pays ont des stations de dessalement d'eau de mer. Peut-être que tous les pays du pourtour méditerranéen, sauf nous. Sauf nous. Ouais. Sauf nous. Mais jusqu'à présent, le problème, on n'avait pas ce problème-là. Et quand on en arrive à se dire qu'il faut mettre une unité de dessalement, c'est-à-dire qu'on a exploré tout avant. C'est-à-dire qu'on a renouvelé les réseaux, on a fait en sorte que toutes les communes soient bien interconnectées pour pouvoir se secourir, on a diversifié la ressource avec la réutilisation des eaux usées traitées. Et si vraiment on est arrivé au bout du bout, et il ne faut pas avoir de discours dogmatique, mais peut-être que ça peut avoir, le dessalement peut avoir une utilité. La chance que l'on a aussi en Occitanie, c'est qu'on a le réseau hydraulique régional de BRL qui prend l'eau dans le Rhône et qui l'amène aux portes de Narbonne. Ça aussi, c'est une ressource qu'on peut utiliser sur nos territoires. Qu'est-ce que ça veut dire, Éric Servat, aussi en termes de nouvelles manières de travailler? On voit bien que les innovations, finalement, elles existent. Alors, il va y avoir d'autres défis qui vont devoir être relevés. On parlait des PFAS, de ces pharmacies qu'on retrouve aussi dans l'eau, mais sur ces questions à la fois de gouvernance, donc innovation technique, technologique, mais aussi sociale et politique, voire institutionnelle, la question de la réglementation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour des individus qui travaillent sur cette question? Comment il va falloir qu'on apprenne à travailler autrement? Alors, d'abord, je crois qu'effectivement, il me semble que c'est extrêmement important dans un domaine comme celui de l'eau, qui a cette importance au quotidien, de souligner le fait qu'il n'y a pas d'innovation que technologique. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas imaginer que tout ce qui relève des politiques publiques, notamment, a été figé et inscrit dans le marbre une bonne fois pour toutes. Au fur et à mesure que les choses évoluent, tant sur les problèmes de quantité que de qualité, cette dimension de gouvernance et de gouvernance politique doit être revue et adaptée. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'eau? Alors d'abord, ça veut dire ne pas avoir le moindre tabou sur quelque solution que ce soit. Il faut être capable de les explorer. Si on n'explore pas une solution, on n'est pas capable, finalement, d'une certaine manière, de juger de sa validité et de son intérêt. Et Olivier parlait de la désalinisation. Ça a souvent été présenté comme le cauchemar absolu pour différentes raisons. À la fois parce que ça consomme de l'énergie et d'autre part parce que ça génère des saumures qui vont avoir un impact au moment du rejet dans l'environnement. Alors tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais pour autant, est-ce qu'à partir du moment... Et moi, je considère qu'étant chercheur, j'ai pas de tabou à avoir. Donc, à partir du moment où, effectivement, on a identifié des points qui sont des points faibles, a priori, dans une technologie qui peut être utile, et je pense que, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui, il y a un moment où il va falloir venir à ces questions de désalinisation de manière relativement importante. Donc, plutôt que de dire, on ne fait pas, on pourrait, et on va le faire, orienter une partie de la recherche et de l'innovation à l'interaction entre les équipes de recherche dans les laboratoires et les entreprises, comme l'évoquait Olivier. Il va falloir trouver le moyen de résoudre ce type de problème. Ça existe déjà. Aujourd'hui, on travaille sur des techniques qui sont des techniques membranaires, qui sont beaucoup moins voraces en énergie que ne l'était la technique initiale qui consistait à chauffer de l'eau, puis à condenser, à récupérer l'eau. Donc il y a un besoin, là aussi, d'adaptation et d'innovation qui sont absolument permanents. Parce que les problèmes, on les identifie au fur et à mesure, et on a devant nous des problèmes dont on n'a pas encore pu mesurer ou pu apercevoir l'impact. Donc il faut être en permanence dans cette question-là, c'est dans cette attitude-là, qui est une attitude d'ouverture, et de se dire, de toute façon, on a un nouveau problème, l'importance de l'eau au quotidien est telle qu'il faut trouver le moyen de résoudre ce problème. Et selon vous, ces dynamiques comme Aquavalley ou Medvalley peuvent permettre justement de relever ces défis-là? Absolument, absolument. Moi, je crois qu'il faut que la science sorte, et a fortiori dans un domaine comme l'eau, il faut que la science sorte des laboratoires, il faut qu'elle aille au contact
de tous les acteurs de ce domaine. Donc on a besoin de travailler avec les entreprises et on a besoin de travailler donc avec des acteurs comme le pôle Aquavalais, qui a l'avantage de regrouper un grand nombre de ces acteurs-là. Et puis la dynamique Medvalais est une dynamique dans laquelle je crois qu'on a toute notre part. La question de l'eau, c'est aussi une question de santé, c'est pas juste une question de qualité. L'eau, c'est un vecteur de vie, mais c'est aussi un vecteur de mort. Bien sûr. Donc cette excellence qui est recherchée à travers Medvalais en santé globale, l'eau a tout son rôle à jouer, et donc toute cette activité de recherche et d'innovation est absolument essentielle. Merci beaucoup à tous les trois. Eric Servat, Olivier Sarlat, Juliette Lasman, merci à vous de nous avoir éclairés sur ces enjeux. Et en plus, vous m'avez fait la transition, puisqu'on va parler santé globale, justement. Puisque s'il y a un terme central... Merci, j'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. D'autant que... Soyons optimistes, hein, de s'entendre dire que finalement tout ceci n'est qu'une question de volonté politique, de moyens et d'innovation peut-être dans la gouvernance, parce que les technologies on les a, et bien écoutez, pourquoi pas.